Hein? Vous parlez dessous, vous parlez... Moi je vais parler de sur le côté. Oh ouais, attends, j'ai pas vu. Heureusement, on sécurise. Alors normalement, le milieu c'est ça. Donc ça me fait un repère par rapport à la pique. C'est finalement l'un des documents les plus anciens que nous possédions à la Bibliothèque nationale de France qui montre le territoire, le futur territoire national. À l'époque c'était un royaume qui est petit, donc ce document représente le futur territoire national d'une manière quand même assez correcte, hein, je dirais. Alors, la Loire ici, le massif pyrénéen qui est donc une limite naturelle, une frontière naturelle de la France au sud. On a appris depuis l'école primaire à reconnaître cette forme qu'on appelle hexagonale, hein, pour simplifier. On la voit quand même assez bien et on est quand même au début du XIVe siècle, 1339. Et arrive la Renaissance, la géographie va repasser du texte à l'image. Enfin, tout au moins, il va y avoir les deux, le texte expliquant l'image. Et on a par exemple, à la fin du XVe siècle, un Italien qui va s'inspirer à la fois de la géographie de Ptolémée, donc cette forme assez rudimentaire, et des cartes marines, comme la carte Portulan de Dulcer de 1339, pour améliorer la géographie. Et vous voyez que la France, la Gaule-France, a, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, déjà une forme améliorée. On voit les baies, les échancrures, ça c'est la Seine, là c'est la Loire, la Garonne, pardon, la Garonne, la Loire. Il y a véritablement un progrès et c'est quand même lié au fait qu'à nouveau, on a besoin, où il y a un besoin culturel de l'image. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître, c'est finalement la volonté de représenter des circonscriptions politiques. Et on le voit très bien avec la carte de Hondius, donc ce dessinateur cartographe hollandais qui représente la France en 1606. On y distingue assez rapidement les anciennes provinces qui sont, d'une certaine manière, quand même, des entités politiques. Bien sûr, il y a un lien avec le pouvoir qui se sert aussi, d'une certaine manière, de ces cartes pour à la fois comprendre le territoire sur lequel il peut agir, mais aussi pour montrer à son ennemi qui peut être voisin que son territoire, eh bien c'est tout ce qui est représenté sous telle et telle limite, hein, que l'on peut voir sur la carte. Cette carte de France de Nicolas Sanson montre les postes. C'est-à-dire, quand on dit les postes à ce moment-là, ce sont les relais qui sont des points de passage obligatoires quand on change les chevaux d'un équipage qui va descendre, par exemple, de Paris à Bordeaux. On peut considérer que c'est une première carte finalement utilitaire, qui peut donner des éléments à celui qui va se déplacer, enfin en tout cas qui est responsable du déplacement de personnalité. Hein, c'est l'ancêtre de la carte routière. On schématise un peu, mais il y a quand même cette idée-là. Les historiens de la cartographie aiment bien utiliser cette carte de fer faite en 1693 parce qu'elle est très pédagogique. Ils superposent un tracé obsolète
défectueux, avec qui est finalement la carte de Samson, avec cette Bretagne qui est dans une orientation complètement fausse, le littoral aquitain qui est beaucoup plus avancé dans l'Atlantique. Donc il y a cette forme ancienne et sur laquelle on ajoute une forme, la forme du littoral modernisée grâce à des études astronomiques. Et là, effectivement, à partir de ce moment-là, on a une forme qui ne bougera plus. Les cartographes vont systématiquement réemployer les données pour dessiner une forme qui nous est très familière.